Nous allons célébrer aussi la Renaissance africaine parce que nous l'avons compris depuis toujours que l'Afrique ne peut survivre, ne peut vivre que comme une masse géostratégique puissante dénommée les États-Unis d'Afrique. Comme vous le voyez tous, en ces siècles ici, les pays puissants sont des grands pays qui ont de grands espaces, qui ont de grandes ressources et qui ont une identité. Nous, en Afrique, nous avons 55 identités, des petits pays différents qui ne sont que des pions sur l'échiquier mondial. C'est pourquoi notre collectif, le collectif pour les États-Unis d'Afrique, a pris pour mission de sensibiliser tous les Africains pour leur dire que si nous voulons avoir une vie digne, si nous voulons résister contre les masses froides que sont la Chine, les États-Unis, le Brésil, tous ces grands pays qui nous dominent, nous devons faire comme eux, transformer l'Afrique en une masse géostratégique appelée les États-Unis d'Afrique. Et c'est la culture, notre culture, qui est la rampe de lancement de ce basculement. Donc, comme c'est une fête, comme c'est une célébration, il y aura une fête pour l'esprit, donc des grandes conférences. Il y a la musique, il y a la danse, parce que nous, Africains, nous sommes un peuple pacifique, mais nous avons aussi une volonté de puissance. Donc, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, je vais donner la parole en premier lieu à M. Emmanuel, le pasteur Emmanuel Lukusati Pangla, qui est le président de notre collectif, qui va prononcer ce mot de bienvenue. Monsieur Emmanuel, monsieur le pasteur, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Excellence, monsieur le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, Excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, messieurs les ministres membres du gouvernement, Excellence, messieurs les chefs des missions diplomatiques et assimilées, Excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, monsieur le maire de la commune de la Gombe, autorités administratives, législatives, juridiques, militaires, traditionnelles et religieuses, chacun en son grade et titre. Prestigieux membres du panel pour la conférence panafricaine de Kinshasa, très chers étudiants et étudiantes, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, valeureux et attentionnés téléspectateurs de notre chaîne nationale, la RTNC, admirables et aimables abonnés des réseaux sociaux, au nom du collectif pour les États-Unis d'Afrique et en mon nom propre, soyez les bienvenus à la grande célébration panafricaine de la culture et de la Renaissance africaine. Et recevez particulièrement et individuellement nos sincères et chaleureuses salutations. Le collectif pour les États-Unis d'Afrique est une organisation non gouvernementale des droits camerounais reconnue légalement le 1er avril 2015 sous le numéro 000-423-J06-BAPP, possédant à ce jour 45 représentations à travers le monde. Le collectif pour les États-Unis d'Afrique travaille activement depuis lors pour réunir les conditions de la Renaissance africaine chère à nos pères fondateurs. C'est dans cette vision que nous avons mis en place dans quelques États une série de grandes organisations panafricaines dans le but de conscientiser et de sensibiliser la population africaine sur son génie et potentiel culturel et artistique. La République démocratique du Congo
en est le deuxième après le Cameroun. Nous saisissons une fois de plus cette opportunité pour exprimer notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, qui nous a permis d'accompagner son mandat à la tête de l'Union africaine, placé sous les thèmes art, culture et patrimoine, des leviers pour former l'Afrique que nous voulons. C'est ce qui justifie cet impressionnant rassemblement pour prêcher et propager ces messages de l'Union africaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merveilleux auditeurs et auditrices, aujourd'hui est un grand jour. Comme l'avait prédit Patrice Emery Lumumba de regretter mémoire, je cite, « Le jour viendra où l'histoire de l'Afrique ne s'écrira ni à Washington, ni à Bruxelles, mais elle sera écrite en Afrique, sur la terre de nos ancêtres. Et nous sommes là cet après-midi pour écrire notre histoire. » Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette journée du samedi 14 août nous voit réunis à l'esplanade de l'Athénée de la Gombe pour encore une fois de plus continuer d'écrire notre histoire, celle de notre culture, de nos arts et de notre patrimoine. Le collectif pour les États-Unis d'Afrique n'a pas pour vocation de s'enfermer dans une démarche purement et simplement idéaliste, mais ensemble avec vous tous, nous voulons dépasser l'ère des discours et théories pour passer à l'opéralisation concrète et pratique des États-Unis d'Afrique. Comme le pressentait le premier agrégé de l'histoire noire, le professeur Joseph Kizerbo, comment vont naître les États-Unis d'Afrique? S'interrogeait-il quelques heures avant sa mort, et il continue en disant, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, à l'absence des États-Unis d'Afrique, les maladies, la souffrance, la soif, l'insécurité vont empirer. Et un matin, les gens vont se réveiller et dire, ça suffit, ça doit s'arrêter. Et ils vont organiser les États généraux d'Afrique pour mettre en place les États-Unis d'Afrique. Et ainsi mettre fin à la dépendance, à la faim, à la soif et aux 100 ans de solitude. L'Afrique à l'heure actuelle qui est victime de tout genre, de fléaux, de stigmatisation, d'infantilisation, de manipulation, d'abus, de pressions multiples, d'oppressions diverses et tyrannie à tout azimut, doit se prendre en charge. Cet éminent professeur Joseph Kizerbo, il continue en disant à vous la jeunesse, cessez de dire vous êtes la génération sacrifiée. Devez-vous, prenez-vous en charge comme Benjamin Franklin, comme Jefferson, et créez les États-Unis d'Afrique. La culture, les arts et le patrimoine nous donnent l'occasion de nous retrouver, de retourner à nos racines, de décider du présent et ainsi de projeter et de construire un avenir meilleur, radieux et glorieux. Chers Africains, sur place et ailleurs, sachez-le bien, par le passé, c'est l'Afrique qui a dirigé le monde parce qu'elle connaissait et maîtrisait sa culture et ses arts pour se bâtir un véritable et énorme patrimoine. Alors, nous vous invitons tous et chacun à soutenir et à rester derrière le président en exercice de l'Union africaine, son Excellence,
M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire valoir et triompher notre richesse culturelle et artistique, et ainsi répondre à cet ultime appel que lui-même a lancé lors de son allocution à l'occasion de l'ouverture des activités de la mandature sur les arts, la culture et le patrimoine à Kinshasa le 27 février 2021. En ces termes, je voudrais donc ici lancer un appel vibrant aux créateurs africains, nos savants, nos artistes de toutes disciplines, musiciens, écrivains, dramaturges, peintres, sculpteurs, céramistes, spécialistes de sciences et de technologies, pour qu'ils se dotent d'un nouveau civisme panafricain. Je leur demande de prendre conscience de leur rôle irremplaçable dans la construction de l'Afrique, de nos communautés régionales et de chacun de ces États. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les dés sont jetés. Et nous osons croire que de bon jeu sera fait pour l'émergence de l'Afrique. Et nous tenons à mentionner que les travaux de cette journée porteront sur l'importance de notre culture, de notre art et de notre patrimoine, comme de piliers pour développer notre continent et faire d'elle une superpuissance économique, politique et démographique. Tout en recueillant toute votre pleine attention, déclarons ouverts les travaux et les activités de ce jour pour qu'enfin le rêve de nos pères fondateurs, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Barthélemy Boganda, Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba, Ounyebe, Ernest Wanje, Muammar Kadhafi, Nelson Mandela, pour ne citer que ceux-là, deviennent une réalité. Que vive l'Afrique, que vive le panafricanisme. Je vous remercie. Je voudrais, avant de continuer cette célébration, ou peut-être à cause de cette célébration, demander au public d'avoir une pensée pieuse en mémoire de M. Kamana, le professeur Kamana, qui vient de nous quitter il y a quelques jours, qui a été l'un des grands penseurs, l'un des grands formateurs, un grand agitateur des idées sur le panafricanisme et sur les États-Unis d'Afrique. Que son âme repose en paix. Nous le disons, ce sont les peuples qui fondent la culture, ce sont les peuples qui construisent la culture en se construisant eux-mêmes. C'est ainsi que les peuples sont maîtres de leur destin. C'est pour cela que, pour construire les États-Unis d'Afrique, nous devons recourir au peuple. Et recourir au peuple, c'est parler de leur culture. C'est pour cela que notre première conférence plénière, qui sera faite par Freddy Moulumba Kabouaï, va parler justement de la culture africaine, de colonisation et promotion. Je vais donc donner la parole à la DG de la RTNC, Freddy Moulumba, pour venir ici à la chaire. Merci beaucoup, Emma. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers professeurs, après la conférence panafricaine organisée à Yaoundé, au Cameroun, par les collectifs des États-Unis d'Afrique, nous voici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour une deuxième conférence sur les mêmes thèmes, art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. Je tiens à remercier le collectif pour les États-Unis d'Afrique qui m'a invité, une fois de plus, à prendre parole à cette grande célébration panafricaine de la culture et de la Renaissance africaine, ici au pays de Patrice Emery Lumumba, la République démocratique du Congo. C'est une chance pour tous les panafricanistes que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, soit à la tête de l'Union africaine pour un mandat de 2021 à 2022. Et pour le président Félix Antoine Tshisekedi, dans son programme de sa mandature,
La ratification de la charte de la Renaissance culturelle africaine est une priorité. La RDC, notre pays, engagera un plaidoyer assidu pour rassembler les derniers instruments de ratification et d'adhésion des 2/3 des États membres, conformément aux prescrits de l'article 35 de la dite charte, afin de la rendre opérationnelle. D'autre part, la tenue de la conférence panafricaine sous le collectif des États-Unis d'Afrique se tient en ce mois d'août 2021, comme ce fut la conférence panafricaine de Léopoldville, tenue le 25 août 1960, sous la présidence de Patrice Emery Lumumba. Simple coïncidence ou hasard du calendrier, seule l'histoire nous dira. Mais je peux vous assurer que Lumumba est très content là où il se trouve. Lors de son discours inaugural comme président de l'Union africaine à Addis Abeba, le 6 février 2021, le président Félix Antoine Tshisekedi a centré la vision stratégique de sa présidence sur la thématique spécifique. Union africaine au service des peuples africains. Dans ce contexte, la présence du président Félix Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine reste une occasion en or à ne pas rater pour la Renaissance africaine. Il est du devoir de tous les panafricanistes de soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi dans sa démarche pour la Renaissance africaine, car seul il ne peut pas tout faire. Mesdames et messieurs, distingués invités, le collectif des États-Unis d'Afrique m'a invité pour vous parler de la culture africaine, décolonisation et promotion. Je ne pourrais pas aborder ce sujet sans faire référence à un essai publié en 1967 à Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui, par le penseur congolais Mabika Kalanda, sous le titre et énonciateur « La remise en question, base de la décolonisation mentale ». C'est dans la vision développée par le penseur Mabika Kalanda et d'autres penseurs africains que s'inscrit mon exposé. Si vous voulez dominer un peuple, casser sa culture, écrit le penseur camerounais Jean-Marc Ella. C'est ce qui est arrivé à l'Afrique. En effet, pour arriver à coloniser l'Afrique, l'Europe a utilisé une arme de destruction massive, l'éducation coloniale. Contrairement à d'autres civilisations, l'Afrique noire, dont les pensées orales sont gravées dans les proverbes et les récits, n'ont pas pu résister aux idées et pensées imposées par des envahisseurs européens. En effet, dans sa prétention de civilisation universelle, l'Europe, dans ses contacts avec l'Afrique, des paradigmes ont été construits par les penseurs et philosophes selon lesquels l'Afrique est habitée par des êtres dépourvus d'intelligence. C'est comme l'a écrit Hegel, un Allemand, penseur allemand, dans son livre « La raison dans l'histoire », en affirmant que l'Africain ne pense pas, l'Africain ne raisonne pas. Pour Hegel, le continent noir, c'est une humanité en bas âge, en marge de la raison et de l'histoire. C'est dans ce contexte qu'il fut mis en place en Europe un système beaucoup plus large de préjugés, de croyances et d'habitudes mentales liées à la conviction très profonde et à peu près partagée de l'évidente primauté de la civilisation européenne, en vérité la seule civilisation par rapport à toutes les autres sociétés humaines. Les regards européens du monde furent hiérarchisés. Vous avez au sommet le monde occidental, chrétien et rationaliste,
Au plus bas, les sociétés africaines définies globalement comme les règnes de la sauvagerie ou de la barbarie. Et entre les deux, les sociétés musulmanes et asiatiques considérées, avec des nuances diverses, comme arriérées ou retardées, écrit l'historien Raoul, qui est un Français, gardé dans son livre « L'idée coloniale en France » de 1871 en 1962. C'est sur base de cette approche que la colonisation fut lancée par les Européens avec l'idée qu'il reste le seul moyen privilégié d'accélérer la marche vers les progrès des masses humaines encore enlisées dans le passé, de faire entrer, en d'autres termes, les sociétés primitives ou attardées dans l'orbite de la civilisation. Les cadres les plus appropriés pour imposer la culture occidentale fut la mise en place de l'école et d'autres structures d'éducation coloniale après la conférence de Berlin de 1885. Cette école, motivée par la mission civilisatrice, a formaté un grand nombre d'élites africaines. La plupart d'entre elles ont été conditionnées et jouent le rôle de la caisse de résonance des pensées occidentales dans leur société. La conséquence est que, pour paraphraser l'historien camerounais Fabien Kangewane, décédé déjà, les Africains, à quelque niveau qu'ils soient, pensent et vivent par procuration. Étant tous passés par les écoles mises en place après la conférence de Berlin de 1885, ils ont bu dans l'école des Occidentaux les schèmes de pensée qui ne leur sont pas propres. Si bien qu'un Africain qui parle maintenant, qui s'habille maintenant, qui mange maintenant, conceptualise son acte avec les schèmes de pensée des autres et problématise son action à la lumière des autres. Cependant, la domination de la culture occidentale sur l'Afrique n'était pas porteuse d'une vérité, comme le souligne l'écrivain français Guy Sorman. Il écrit ceci: « Il est indéniable que l'Afrique est devenue dépendante de nos valeurs, de nos codes, de nos idées dominantes et de tous nos ismes. Nous sommes d'ailleurs responsables, une responsabilité considérable, non pas tant d'avoir exporté des idées vers l'Afrique que de l'avoir accablé d'idées fausses. D'ailleurs, la capacité d'imagination et d'initiative du peuple africain a été réduite à sa simple expression par l'assujettissement colonial, consciemment ou inconsciemment. La formation élite intellectuelle africaine a été faite selon les perspectives d'aliénation culturelle, écrit Alioune Diop. Si l'école coloniale a imposé des idées de penseurs européens ou bien occidentaux pour civiliser les barbares africains, de nouvelles théories ont été produites par les institutions américaines d'éducation supérieure pour accompagner les États-Unis d'Amérique dans son nouveau leadership mondial conquis après la Deuxième Guerre mondiale en 1945, souligne l'Américain Justin Weiss dans son livre « Brzezinski, stratège de l'Empire ». Ainsi, les mots civilisation furent remplacés par les concepts de développement. Il nous faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et mettre les avantages de notre avance scientifique et de notre progrès industriel au service de l'amélioration et de la croissance des régions sous-développées. En collaboration avec d'autres, nous devrions encourager l'investissement des capitaux dans les régions où le développement fait défaut. Acclamé Henry Truman lors de sa deuxième investiture à la tête de l'exécutif américain en janvier 1949, souligne Gilbert Rist dans son livre « Le développement, histoire d'une croyance occidentale », presse de Sciences Po. Cette théorie de développement, conçue par les universités et les boîtes à idées américaines, sont mises à la disposition des institutions internationales en matière de développement et d'affaires économiques mondiales, en l'occurrence la Banque mondiale
et le Fonds monétaire international basé à Washington. En effet, la domination économique ne peut se concevoir sans la domination conceptuelle et idéologique. Cette domination marginalise les idées développées par les penseurs africains et n'accorde aucune place à la critique. D'autre part, la domination de la pensée occidentale n'est pas le seul facteur à empêcher l'éclosion de la pensée africaine. Les régimes autoritaires qui se sont succédés depuis l'indépendance et la tradition orale restent des obstacles redoutables à la production des pensées modernes africaines. En effet, face à un pouvoir autoritaire, les penseurs empruntent à l'Occident des idées de modernité, de rationalité et de souveraineté pour échapper au dilemme d'un ordre politique qui ne lui offre aucun rôle, mais qui, en revanche, limite sa liberté. Écrit Bertrand Badi, un politologue français, dans son essai « L'État importé, l'occidentalisation de l'ordre politique ». Cette situation met les penseurs africains en difficulté et lui impose une sorte d'exil permanent. Et il se trouve que les intellectuels, les mandarins des universités, développent des arguments développementalistes tout en pointant l'état de la hiérarchie du peuple et de son manque de culture. Face à cette situation, comment sortir de la colonisation mentale et promouvoir la culture africaine? Les philosophes congolais, Kamana, qui vient de mourir, donne des pistes. Dans son ouvrage « L'Afrique, notre projet », aux éditions Terreur au Cameroun, Kamana écrit ceci. L'imaginaire du continent africain est malade. Il faut les guérir. Et il continue. Nos sociétés souffrent de se voir dans les miroirs des autres de manière complètement négative, dans des conditions matérielles et psychoscientifiques qui développent chez nous des instincts d'aliénation endémique et les sentiments d'infériorité chronique. En conséquence, il faut agir pour l'amélioration de l'image de soi auprès des autres communautés historico-sociales et ça reste une exigence importante. L'exigence de construction d'un imaginaire de fécondation de soi par l'énergie qui élève en nous-mêmes l'idée que nous avons de nous et que nous voulons offrir aux autres civilisations. Deux piliers essentiels sont au cœur du travail du penseur congolais Kamana pour changer l'idée, l'image et la représentation qu'un peuple a de lui-même et de sa destinée. Ces deux piliers sont l'éducation et l'animation culturelle. En ce qui concerne la production, la promotion de la culture africaine, la charte de la Renaissance culturelle africaine, adoptée par la 6e session ordinaire de la conférence tenue le 24 janvier 2006 à Khartoum, au Soudan, trace les voies à suivre par les États africains. Je vais citer au moins 3 objectifs qui sont fixés à Khartoum au mois de janvier 2006. Premier objectif, combattre et éliminer toutes les formes d'aliénation, d'exclusion et d'oppression culturelle partout en Afrique. Deuxième objectif, promouvoir dans chaque pays la vulgarisation de la science et de la technologie, y compris les systèmes traditionnels de savoir, condition d'une meilleure compréhension et préservation du patrimoine culturel et naturel. Troisième objectif, doter les peuples africains des ressources leur permettant de faire face à la mondialisation. Bref, il y a urgence pour les États membres de l'Union africaine de ratifier la charte de la Renaissance culturelle africaine. L'article de cette charte stipule que, l'article 7, premier alinéa,
les États africains s'engagent à œuvrer pour la renaissance africaine. Ils conviennent de la nécessité d'une reconstruction de la mémoire et de la conscience historique de l'Afrique et de la diaspora africaine. Deuxième alinéa, il considère que l'histoire générale de l'Afrique publiée par l'UNESCO constitue une base valable pour l'enseignement de l'histoire de l'Afrique et recommande sa large diffusion, y compris dans les langues africaines, et recommande en outre la publication de versions abrégées et simplifiées de l'histoire de l'Afrique pour le grand public. Enfin, pour clôturer mon intervention, je vous adresse quelques mots d'un grand Africain, Eden Kodjo. Dans son livre « Aimer l'Afrique », Eden Kodjo écrit ceci. L'histoire enseigne que maints hommes d'État et de science ont rêvé à de grandes ambitions pour leur peuple et agi pour forcer les destins au cours de leur aventure terrestre à travers leur lutte politique et leur démarche intellectuelle. Il doit en être de même pour l'Afrique qui, face à un monde en pleine imitation, au redéploiement des forces de la planète, à l'émergence de la société bioinformatique de demain, doit opérer une indispensable renaissance pour apparaître comme une force essentielle à l'établissement d'un véritable équilibre sur la Terre. L'Afrique doit devenir le centre d'impulsion d'une nouvelle destinée du monde et prendre part à la géopolitique mondiale, non plus comme un objet de l'histoire, mais comme un acteur de premier plan dans l'ordre international. Enfin, j'ai eu la chance de rencontrer deux penseurs panafricains à Bafoussam, au Cameroun. Il s'agit des penseurs congolais Kamana et Boussi Boulaga, qui est le philosophe camerounais. Et Kamana, il a discuté avec Eboussi. Eboussi lui dit ceci, je cite, « Si le Congo s'éveille, toute l'Afrique ressuscitera. » Le président Tshisekedi fait sa part aux intellectuels africains de faire la leur. Le défi est lancé. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Freddy Moulumba, pour cette conférence érudite, touffue. Et je ne me permettrai pas d'en faire une synthèse inutilement approvissante. Donc, nous allons passer, puisque la culture est le fondement de tout peuple. La deuxième conférence plénière sera animée par un homme de culture, mon grand frère, le professeur André Yokali Moudaba, qui est professeur, qui est, n'est-ce pas, recteur de l'Institut national des arts. Et dans notre pays ici, quand il y a culture, on dit, voilà, il est là. Professeur, il va nous parler de politique, quelle politique culturelle pour quel développement. Parce que la culture doit assurer aussi le développement. La culture n'est pas seulement les manzanza, la mino, c'est elles qui font le développement. Professeur, vous avez la parole. Merci, chers collègues et Emmanuel, pour vos mots extrêmement aimables à mon égard. Distingués invités, distingués collègues, je tiens avant tout à remercier le collectif pour les États-Unis d'Afrique, ainsi que son président, le révérend Lukusa, pour cette invitation. Je considère cela comme une marque d'amitié, mais aussi une marque d'excellents souvenirs que nous entretenons. Il venait de me rappeler que dans une autre vie, alors que j'étais recteur de l'université Cardinal Maloula, je l'ai reçu comme étudiant. Je n'ose pas répéter encore une fois cette fois-ci.
Seigneurs invités, l'exercice de ce jour est un écho, on l'a dit, à l'exhortation proclamée par son Excellence Monsieur le Président de la République, président en exercice de l'Union africaine le 27 février au Palais du Peuple, à l'occasion du lancement des activités culturelles de la mandature actuelle et qui met notre pays, ainsi que la politique culturelle, au devant de la scène africaine. Si donc l'exercice d'aujourd'hui pouvait convaincre déjà le public qui est là sur le bien fondé des États-Unis d'Afrique, ce serait un petit grand pas. En même temps, cela revient à cette vérité que, on l'a dit, des illustres prédécesseurs l'ont dit, cela revient à cette vérité que les révolutions philosophiques et culturelles ont presque toujours précédé de façon prophétique et prémonitoire les grandes révolutions sociopolitiques. Les indépendances africaines, qui sont les signes majeurs du XXe siècle, s'inscrivent dans cette trajectoire de la libération de l'Africain du joug colonial, et souvent à la suite d'âpres revendications à caractère politico-culturel, conjuguées quelquefois avec des soulèvements armés. C'est pourquoi nous pensons, comme beaucoup d'entre avant nous, qu'il faudrait objectivement faire remonter les origines lointaines des indépendances africaines au mouvement culturel, artistique et littéraire de la renaissance négro-africaine apparue dès le début du XXe siècle aux États-Unis d'Amérique et en Europe, depuis la négro-renaissance de Harlem, depuis le mouvement panafricaniste initié par William Du Bois, depuis le mouvement Back to Africa de Kuti Collin, de Langston Hughes, de Claude McKay, de Marcus Garvey, etc., jusqu'aux expériences parisiennes des années 30, des années 50, de légitime défense, de l'étudiant noir, de la Société africaine de culture et de la négritude. Il faut noter aussi qu'avec l'exacerbation de la guerre froide, le fameux équilibre de la terreur et de la bipolarisation idéologique du monde, un troisième courant, celui des pays non alignés, a laborieusement tenté de se frayer une voie autonome, sans peut-être totalement réussir, mais en bousculant, comme à Bandung, en Indonésie, en 1956, la marche de l'histoire. On ne peut pas non plus négliger l'impact des deux guerres mondiales, 14-18, 40-45, dans la prise de conscience des soldats africains et des élites noires engagées dans cette guerre, celle de leur droit à la justice et à l'égalité en tant qu'hommes parmi les hommes. De même, le Congrès panafricaniste, déjà de 1919, initié par William Du Bois, les Congrès mondiaux des artistes et des écrivains noirs à Paris en 1956 et à Rome en 1959, ont été des moments exceptionnels dans l'accélération de l'histoire africaine vers la décolonisation. En même temps, à chaque étape importante de l'histoire du continent, le concept de renaissance africaine est revenu à la mode, soit comme euphorisant, soit comme stimulant idéologique, mais aussi soit comme bouclier dans une sorte de mouvement de repli identitaire, soit comme compromis historique. Patrice Lumumba, on l'a dit, Frantz Fanon, Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, on l'a dit, Joseph Kizerbo, on l'a dit, Théophile Obenga, on l'a dit, Valentin Mudimbe, Kamana, on l'a dit, Mabika Kalanda, on l'a dit, Albert Memmi, Edem Kodjo, on l'a dit, ont été, pour ne citer que quelques-uns, ont été et restent parmi les prophètes de cette renaissance africaine par la culture. Tous hostiles à la barbarie de la colonisation et vigilants face aux pièges de la décolonisation.
Césaire a écrit en 1955, dans le fameux discours sur la colonisation, je cite, « On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilomètres de routes, de canaux, de chemins de fer. Moi, je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leur Dieu, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. » Fin de citation. Presque en écho, 5 ans plus tard, lors du 30 juin à Kinshasa, Lumumba répondait du tac au tac au roi des Belges, roi Baudouin. Je cite, « Notre lutte, qui fut de larmes et de sang, nous en sommes fiers, jusqu'au plus profond de nous, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui a été imposé par la force. » Fin de citation. Cheikh Anta Diop lui fait écho quand il écrit dans la préface à Théophile Obenga, je cite, « Une action ne peut être révolutionnaire que dans la mesure où elle s'enracine profondément dans l'histoire et dans la culture nationale. Et la révolution africaine passe par la restauration de la conscience historique des peuples africains et par la rénovation des langues nationales. » Nous allons, distingués invités, distingués collègues, nous allons à partir d'ici développer les termes de référence de ces politiques culturelles africaines par tranche décennale. Partons de la tranche 1960-70, c'est-à-dire une tentative de promotion des identités culturelles. La création de l'Organisation de l'Unité africaine, née sur fond de douleurs tragiques, notamment au Congo-Kinshasa, et dans un contexte de guerre froide entre l'Afrique modérée et l'Afrique progressiste, ou sur un registre strictement culturel, sur la tenue du Festival mondial des arts nègres à Dakar en 1966, sous l'impulsion du président poète Léopold Sédar Senghor. Tout cela a été des expressions de cette Afrique partagée entre, d'une part, les nostalgies mal guéries de l'Afrique mère, de l'Afrique paradis perdu, et d'autre part, le saut vers l'inconnu, les élans et les virages mal négociés vers une autonomie par avance illusoire, aliénable à souhait, dans une Afrique tendue désespérément vers une sorte d'énergie centrifuge. Mais malgré tout, l'utopie des États-Unis d'Afrique, prônée par Nkrumah, Sékou Touré, Nyobe, Sankara, Eza Boto, Boganda, Mandela, etc., sur fond de revalorisation des identités culturelles et des cultures fondamentales, a prévalu et résisté bon an, mal an. C'est sans doute dans la même quête des identités qu'a été concrétisé le projet de la francophonie à Niamey en 1970 à l'initiative des présidents nigériens Amadou Diori, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor et le Tunisien Habib Bourguiba. Mais dès le départ, la francophonie est apparue comme un paradoxe, voire une ambiguïté. D'abord, elle a été créée par des Africains, soi-disant partage du multilinguisme et de la diversité culturelle, mais arrimée à la fascination du français et de la culture française. Par ailleurs, le déferlement des coups d'État militaires et la caporalisation musclée des systèmes politiques ont fini par faire basculer les concepts culturels de remise en question vers le culte de la personnalité. Décennie 70-80. En 1975, à l'initiative de l'UNESCO, s'est tenue à Accra, au Ghana, la réunion régionale sur les politiques culturelles en Afrique, Africa Culte. But de la réunion, sauvegarder et promouvoir les identités culturelles, ainsi que doter les pays africains des instruments techniques, intellectuels et juridiques nécessaires
à l'élaboration des stratégies et des programmes à long terme, le tout au nom de la culture du développement et du développement de la culture. Le parti unique qui s'impose à l'ensemble de l'Afrique autour des années 70 comme mode de gouvernement donne aux différents régimes en place une légalité de facto. Sans doute par souci de doter cette légalité d'une légitimité et d'allure populaire, les régimes militaires en place se font adouber par des élections mimétiques, mais surtout par un discours de mobilisation d'inspiration culturelle. De surcroît, c'est une période caractérisée par une sorte de fuite en avant, par des tentatives de systématisation idéologique et par des plans en tout genre. Plan de Monrovia, plan de Lagos, authenticité, objectif 80, charte culturelle de Port-Louis en 1976, Romanier en charte de la Renaissance culturelle africaine, on l'a dit, à Khartoum en 2006. Autant d'expressions formalisées d'une prospective concoctée par des tours d'ivoire, par des superstructures bureaucratiques et politiques, soit au niveau des États, soit au niveau de l'Organisation de l'Unité africaine. D'ailleurs, la deuxième édition du Festival mondial des arts nègres, FESTAC, à Lagos, en 2017, a beaucoup ressemblé à une récupération caporalisée d'un événement pourtant hautement culturel pour des raisons de légitimation politique et géopolitique. Décennie 80-90. Les années 80-90 ont été définies par l'ONU comme la décennie mondiale du développement culturel, avec au programme la revalorisation du patrimoine culturel, la participation du plus grand nombre, sinon de tous, à la dynamique culturelle et au développement culturel, la promotion de la coopération culturelle internationale et des réseaux actifs au nom de la créativité et de l'excellence, au nom de la coexistence pacifique, au nom de la paix durable. Mais comme le disait à cette époque-là un ancien ministre du Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, Pierre Mbouzi Somi, il disait « Il n'y a pas de développement sans mentalité de développement ». Son propos faisait écho aux déclarations alors à la mode, à savoir, je cite, « La culture, c'est l'alpha et l'oméga du développement », c'est Senghor. La culture est le fer de lance du développement, Mobutu. Le développement pour tout homme et pour tout l'homme, le pape Paul VI. Cette décennie a par ailleurs été une époque où les intellectuels et les universitaires africains montent au créneau et organisent des forums de haut niveau stratégique sur l'Afrique. Et souvent, ils étaient réfractaires à un développement culturel sous otage et sous séquestre. L'essoufflement de l'apartheid en Afrique du Sud, la chute du mur de Berlin, suivi du démantèlement des pôles idéologiques, sont des événements qui ont renforcé autrement cette réflexion de manière puissante. De nouveau, on a reparlé de Renaissance africaine. Parmi les nombreuses rencontres intellectuelles majeures, pour ne s'arrêter qu'au Congo, se distingue le Congrès international des études africaines organisé à Kinshasa par le professeur Moudimbe en 1979 sur le thème évocateur « La dépendance de l'Afrique et les moyens d'y remédier » ou encore le symposium international sur l'Afrique et son avenir organisé à Kinshasa en 1985 par les universitaires congolais qui remettaient en cause, en plein régime de dictature moboutiste, qui remettaient en cause l'efficacité des idéologies importées ou empruntées d'ailleurs. Par ailleurs, la conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles à Mexico, Mondial Culte, en 1982, a entre autres considérations nouvelles dénié au développement une finalité exclusivement économique avec ses effets pervers de culture de consommation, de déracinement, de déshumanisation. En même temps, elle a élargi la définition de la culture au génie créateur, aux modes, aux modalités et aux modèles de vie et de développement endogènes.
J'évoquais précédemment la mystique de la paix par rapport à la dynamique du développement. Quelle paix par rapport à quel développement? À chacune des réunions que je viens d'évoquer, et d'autres encore, à Libreville, à Luanda, à Yamoussoukro, à Dakar, à Khartoum, à Brazzaville, etc., le concept de la paix a été éminemment lié à celui du développement. Comme l'a déclaré jadis le pape Paul VI dans l'encyclique Populorum Progressio, je cite, « Le développement est le nouveau nom de la paix ». La paix et le développement ne participent-ils pas d'une ascèse qui vise idéalement la plénitude de l'élévation matérielle et spirituelle de l'homme, de l'humain, de l'humanisme, au nom du progrès intégral? Mais la paix, comme on le verra, reste introuvable en Afrique. Le développement, comme on le verra, reste introuvable en Afrique. La paix n'est donc pas le silence des armes, ni le silence des cimetières. La paix, c'est d'abord une attitude, une aptitude morale d'écoute, de palabres à l'infini, mais de palabres de compromis et de réconciliation profonde. Le développement n'est donc pas synonyme de croissance pour la croissance. Comme le répète souvent le roi du Bhoutan en Asie, le développement a comme ressort et objectif essentiel le BNB et pas le PNB. BNB, c'est-à-dire le bonheur national brut. Le BNB ne s'aligne pas, ne s'aliène pas sur les seuls paramètres économétriques et des catéchismes paganisés, hyper-capitalistes, hyper-médiatisés d'une mondialisation en sens unique que prônent les institutions financières et géopolitiques internationales. Sous couvert de leurs signifiants et de leurs idéologies apparemment boy-scoutistes, ces institutions font étalage des acronymes tapageurs et racolotes, comme PNB, Produit national brut, point d'achèvement, IPHI, indice de pauvreté pour les pays en développement, APN, URC, appui au programme national d'urgence et de renforcement des capacités, APPP, analyse participative de la pauvreté, PROCER, programme de création d'emplois rémunérés, SRP, stratégie pour la réduction de la pauvreté, PMURR, programme multisectoriel d'urgence pour la réhabilitation et la construction. Et la liste est longue, longue, laissant du coup chez le citoyen un sentiment d'inachevé, de bricolage, au regard de toutes les panacées proposées, de toutes les posologies chocs. Non, le développement n'est pas synonyme d'acronyme clignotant. Il est substance dans la promotion, dans la dévotion, dans la qualité de la vie, c'est-à-dire culte sacré de la personne humaine, c'est-à-dire reconversion radicale des mentalités encore extraverties, c'est-à-dire symphonie et réconciliation cosmique permanente de l'homme avec la nature, c'est-à-dire éloge du labeur, éloge de la frugalité, éloge de la justice distributive, de l'économie de partage, de l'économie circulaire. Décennie 90-2000, politique culturelle et société civile. Les décennies au-delà de 1990, quoique porteuses des germes de changement, montrent une Afrique en continuelle valse-hésitation. C'est comme si on continuait à chanter et à danser, indépendance cha-cha, mais à contre-temps et à contre-rythme. Et pourtant, malgré tout, au sein des États africains, la société civile, celle plus active, plus activiste, prend de plus corps et se positionne comme contrepoids, comme contre-pouvoir, comme contre-valeur. De même, grâce en partie à la société civile, les occasions de concertation intellectuelle et artistique se multiplient à l'échelle du continent. Congrès des intellectuels et des hommes de sciences à Brazzaville, Congrès africain des arts et de la culture à Dakar, à Nairobi, à Johannesburg, à Addis Abeba, etc. Festival panafricain du cinéma et de la télévision à Ouagadougou,
Écran noir à Yaoundé, Salon international de l'art et de l'artisanat à Ouagadougou, Salon de la photographie à Bamako, Festival international de l'acteur à Kinshasa, Dakar sur les arts plastiques à Dakar, Festival de cinéma de Carthage. Et donc, conséquence de toutes ces rencontres dont j'ai parlé et de ces manifestations artistiques et culturelles, la création des réseaux de professionnels de la culture et l'organisation dans des domaines variés, notamment en matière de promotion des industries culturelles et créatives, même si je pense qu'il manque encore une coalition dans cette société civile de créateurs et d'artistes en tant que cheval de Troie dans le projet de la zone africaine de libre-échange. Cheval de Troie et cheval de bataille pour une économie de la culture vraiment solidaire, créative, progressiste, locomotive des projets du vrai décollage des États-Unis, de la Renaissance africaine, tous azimuts. Il manque donc des festivals, des foires plus mobilisateurs, au-delà des sous-régions territorialisées, pour la promotion des industries culturelles et créatives rentables à tout point de vue. 60 ans après les indépendances africaines, distingués invités, distingués collègues, la Renaissance africaine tarde. Les conflits armés se sont aggravés dans la région des Grands Lacs, dans la Corne de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. Les crises de légitimité et de légalité semblent s'accentuer malgré les élections. Les communautés sous-régionales ou les regroupements culturels, notamment en Afrique centrale, je pense ici au Sisiba, sont généralement des coquilles vides. Même les conférences nationales souveraines qui ont mobilisé les forces vives des nations ont fini par se dégonfler comme ballons de baudruche. Le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, n'a réussi qu'à confirmer la mauvaise gouvernance des États africains, où les riches sont plus riches et les pauvres sont plus pauvres. Les cadres de vie et de survie au niveau des États de la sous-région se détériorent. L'inculture et la médiocrité généralisée entraînent le dérèglement de l'écosystème, le recul de l'éthique, les raccourcis superstitieux, fétichistes, démagogiques. L'écrivain mozambicain Mia Couto ne mâche pas ces mots, je le cite. La déresponsabilisation est une des flétrissures les plus graves qui pèsent sur nous, Africains du Nord au Sud. Fin de citation. 60 ans après les indépendances, distingués invités, distingués collègues, l'Afrique a été le théâtre de toutes les expériences dramatiques et tragiques. De l'Afrique des politiciens charismatiques mais idéalistes, père des indépendances, on est passé à l'Afrique des satrapes, des coups d'État et des partis uniques, puis à l'Afrique des conférences nationales souveraines et des hommes en soutane, puis à l'Afrique des filleuls, des institutions de Bretton Woods et de l'ajustement structurel. Mais heureusement, je le redis, qu'elle veille la société civile dans sa frange active et activiste. Après 60 ans d'indépendance, la société civile semble avoir récupéré la parole et le geste de riposte. Au Sénégal, avec le mouvement Y en a marre. Au Burkina Faso, avec le ballet citoyen. Au Congo-Brazza, avec Ça suffit comme ça. Au Tchad, avec Trop c'est trop. En Algérie, avec Rassemblement Action Jeunesse. En RDC, avec Loucha ou Filimbi. Les jeunes revendiquent une démocratie à la mesure du quotidien, à la mesure de l'homme comme homme, à la mesure de la femme comme femme, à la mesure du citoyen comme citoyen à part entière, sur la base de quelques options fondamentales liées au développement et au bonheur simple, c'est-à-dire la frugalité d'une économie de partage, les droits de l'homme, l'éthique et la compétence en politique, la créativité et l'innovation, la paix, encore la paix et toujours la paix. Or, ce qu'il faut retenir de nouveau dans ces mouvements protestataires indignés des jeunes, c'est l'implication des artistes comme témoins de l'éveil et de la mobilisation risquée des consciences populaires. Ce fut le cas au Sénégal, avec Youssou N'Dour d'une certaine manière. Ce fut le cas en Angola, avec l'artiste Loati Beirao,
alias Iconoclasta, de même en Ouganda avec Bobby Wine, ou à Kinshasa avec Lexis Légal, avec Goubal, avec Steph Bandoma, avec Freddy Chiba, avec Alèche, avec Inos, du moins dans les thématiques de leurs œuvres. Ce fut le cas en Algérie avec Rachid Tama ou au Soudan avec Mohamed Wardi. Au total, les temps qui s'annoncent sont des changements alternatifs, avec des espoirs en clair-obscur, certes, mais prometteurs, émergés du ventre et du cœur de la société fondamentale. D'ailleurs, entre parenthèses, la crise de la pandémie en Afrique a montré les contrastes étonnants. D'une part, une sorte de montée en première ligne des médecins, des scientifiques et des artistes, aux dépens des politiques, mais au final, hélas, avec des dysfonctionnements au niveau de la gestion des urgences médicales à l'échelle de l'Afrique. Je termine en citant le Mozambicain Miaokouto de nouveau. Voici ce qu'il dit. Mon message est clair. Bien plus que d'une génération techniquement compétente, il nous faut une génération capable de questionner la technique. Une jeunesse capable de repenser le pays et le monde. L'école est un moyen pour faire valoir ce que nous n'avons pas. Entre l'école et la vie, il nous revient d'être sincères et d'avouer aux plus jeunes que nous non plus, nous ne savons pas et que nous autres, professeurs et parents, nous sommes aussi à la recherche des réponses. Il existe une seule façon de nous valoriser, c'est par le travail et c'est par les œuvres que nous sommes capables de réaliser. Fin de citation. Après 60 ans d'indépendance, la politique culturelle ne peut plus s'élaborer dans les tours d'ivoire des technocrates. Les stratégies et les programmes à mettre en place dans un cadre logique, selon un chronogramme rigoureux et des paramètres maîtrisables, dans des perspectives rationnelles et raisonnables, doivent tenir compte, au niveau de l'État, des dynamiques culturelles populaires de base, de la volonté de décentralisation et de démonopolisation de la gestion culturelle, du souci de l'économie de l'ingénierie culturelle, des conditions humaines et intellectuelles de créativité, dont le respect et la jouissance des droits d'auteur et des droits voisins, la mise en place d'un système de formation artistique supérieure, supranationale, comme une sorte d'école panafricaine de la culture, des arts et du patrimoine. La politique culturelle, comme monitoring des ressources matérielles et techniques, et comme évaluation des forces matrices, des forces motrices en présence, doit porter et refléter une pensée forte, soutenue par une idéologie puissante, qui galvanise les consciences nationales et mobilise les initiatives vers le développement, vers la vraie renaissance africaine. Pour terminer, je rappelle encore le cri de cœur et le cri d'espoir du Premier ministre Patrice Lumumba le 30 juin 1960. Je cite, « Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. » Je rappelle aussi cette sentence choc de Frantz Fanon. Je cite, « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. » Alors, nous, Congolais, cessons donc de nous autoflageller. Soyons le point de rayonnement espéré. Activons la gâchette, mais comme on active le piston d'une trompette de la paix, regardons de plus près dans le miroir de notre conscience de citoyens et de citoyens d'Afrique. Évoquons davantage les bonnes pratiques, les bons exemples hérités du bon nombre de bons citoyens exemplaires, ceux qui ne s'affichent pas, ceux qui ne se montrent pas, ceux qui ne montent pas sur les toits pour bomber la poitrine et crier à tort et à travers. Au contraire, c'est ma dernière phrase, au contraire, ceux qui ont aimé le Congo et l'Afrique et l'ont prouvé. Au contraire, ceux qui ont défendu le Congo et l'Afrique et l'ont prouvé.
par leur génie et par leur énergie exceptionnelle. Je vous remercie.